Salut tout le monde, la promo Vitalia, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez pris de l'avance dans votre programme, notamment pour ce qui est de l'unité 1, appareil cardio-respiratoire. Alors, comme promis, je vais essayer de vous procurer certaines vidéos explicatives qui vous servent de soutien pédagogique pour renforcer l'assimilation de vos cours, essentiellement en module de physiopathologie, voire en d'autres modules. Alors, on va essayer d'amorcer le module dès le début, et ça va être en concordance étroite avec le livre, Le futur clinicien deuxième édition. Et nous allons essayer de commencer par les rappels de base sur la physiologie et l'anatomie cardiovasculaire, chose que vous connaissez déjà, mais je voudrais faire un petit balayage et puis on passe au vif du sujet qui est le premier cours portant sur l'état de choc hypovolémique. Alors, on parle de système cardiovasculaire et non pas d'appareil cardiovasculaire. C'est bien l'ensemble d'éléments anatomiques qui s'occupe de la distribution du sang aux organes périphériques. Pourquoi est-ce qu'on distribue du sang aux organes? Juste pour les nourrir et les débarrasser de leurs déchets. Ce système comporte deux éléments clés. La pompe cardiaque qui est responsable de la génération des pressions et les vaisseaux sanguins qui subissent le courant sanguin éjecté par cette pompe. Le cœur est responsable de l'engendrement d'un certain niveau de pression, donc il génère la pression nécessaire pour que le sang s'écoule dans ces vaisseaux. S'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas de force motrice pour ce sang, il ne pourra jamais s'écouler dans le sang et se distribuer à tous les organes de notre organisme. Il est également impliqué dans le drainage du sang veineux périphérique. Vous savez qu'il y a donc un jeu de pression, c'est un gradient de pression qui permet au sang périphérique, au sang veineux, de démarrer au niveau des organes et de parvenir au niveau de la pompe cardiaque. C'est ce qu'on appelle le drainage veineux. Ça veut dire que tout le sang qui a été distribué aux organes, il va être récupéré par la suite. Du point de vue physiologique, le cœur est un organe vital. Pourquoi? Parce qu'il se charge en continu de la distribution du sang aux organes périphériques. C'est un organe noble. C'est lui le responsable de l'alimentation de tous les organes. Pourquoi? Il n'est pas responsable donc de la fabrication de l'oxygène ou des nutriments. Non, il va les recevoir à partir de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif et il va les distribuer. Et cette fonction de distribution est une fonction noble. Dès que cette pompe dysfonctionne, il va y avoir des répercussions vitales. Donc il assure l'hématose de tous les tissus. C'est quoi l'hématose? C'est les échanges qui se produisent entre la cellule et le sang. Et ces échanges-là se basent sur les gaz respiratoires essentiellement. Et bien sûr, il y a des échanges des nutriments. Voilà, la cellule doit puiser dans le sang de l'oxygène et des nutriments et libérer ou rejeter ces déchets du CO2 et autres. Donc, l'organe est impliqué dans le cœur est impliqué dans cette hématose-là de tous les tissus de notre organisme. Il permet de propulser le sang mal oxygéné qui provient de ces organes vers les poumons également. C'est la circulation pulmonaire ou la petite circulation qui représente la circulation fonctionnelle du poumon. D'accord? Et du point de vue anatomique, le cœur est formé de 4 cavités, vous les connaissez, 2 atriums, anciennement appelés oreillettes, et 2 ventricules, ce qui assure la fonction d'éjaculation et de propulsion du sang, c'est bien les ventricules, notamment le ventricule gauche. Et ces cavités-là vont s'associer deux à deux pour constituer un cœur droit et un cœur gauche, d'accord? Et l'atrium droit est branché sur la grande circulation parce qu'il va recevoir le sang drainé par les deux grandes veines caves, mais aussi le sang du système du système coronaire du cœur. Donc il y a le sinus veineux qui va se drainer également dans l'atrium droit et les petites veines intramurales. Il accueille le sang veineux systémique par l'intermédiaire des deux veines caves les plus importantes, tandis que l'atrium gauche reçoit le sang oxygéné conduit par
par les veines pulmonaires. C'est dans la petite circulation, il reçoit le sang oxygéné, donc issu de la circulation pulmonaire ou apporté par les veines pulmonaires pour le renverser dans le ventricule gauche. Et au cours de la systole, le ventricule gauche, il se contracte afin d'éjecter le sang dans la voie systémique. Donc le ventricule droit éjecte le sang désoxygéné en direction des poumons, c'est la circulation pulmonaire en petite circulation, alors que le ventricule gauche va éjecter le sang oxygéné dans la circulation systémique qui est la grande circulation. Les ventricules s'ouvrent sur les atriums et les gros vaisseaux via des valves. Nous avons des orifices qui sont munis de valves. Nous avons les valves atrioventriculaires. À droite, c'est la valve tricuspide, à gauche, c'est la valve mitrale. Et nous avons les valves aorto-pulmonaires, ou ce qu'on appelle les valves sinusoïdales, d'accord, plutôt les valves sigmoïdes, pardon. Voilà. Les valves sigmoïdes sont représentées par la valve aortique et la valve pulmonaire, et ça, vous le connaissez, j'en suis sûr. Alors, on va faire un tout petit rappel, surtout du lexique, parce que parfois on se trompe par oubli ou parfois on fixe mal donc ce lexique ou ce vocabulaire strictement physiologique. Donc on va essayer de vous fixer alors ces définitions, comme ça vous n'aurez pas de soucis avec les cours qui succèdent. Alors, donc la principale fonction du cœur, c'est la contraction et la propulsion du sang dans les vaisseaux. On vient de le dire. Cette contraction est automatique, elle ne dépend d'aucun autre système extrinsèque. Elle dépend que du cœur parce qu'il est muni d'un système intrinsèque responsable de cette contraction, de cette en fait dépolarisation puis contraction. C'est le système cardionecteur. Vous le connaissez. Le cycle cardiaque, ou ce qu'on appelle la révolution cardiaque, est l'ensemble des processus qui se produisent selon un ordre chronologique bien précis au niveau des cavités cardiaques, permettant au ventricule de se remplir, ensuite se vider. Donc ce cycle cardiaque peut être subdivisé en deux principales phases. La première étant la systole, c'est la phase d'activité où les parois ventriculaires doivent se dépolariser pour ensuite se contracter. Et puis c'est la diastole, ces parois qui viennent d'effectuer un exercice doivent se reposer en se repolarisant, ensuite vont se remplir. D'accord? Voilà pour se préparer à la systole qui va lui succéder, donc à cette diastole. Au cours de la diastole atriale, c'est-à-dire lorsque les atriums sont en repos, qu'est-ce qu'ils vont faire? La cavité auriculaire est en train de se remplir de sang. D'où est-ce qu'il vient ce sang-là? Il vient des organes périphériques via les veines caves à droite et il vient du sang conduit par les veines pulmonaires à gauche, c'est le sang oxygéné. Au cours de la systole auriculaire, du fait du remplissage et de la contraction de la paroi auriculaire, voilà, ça veut dire que la contraction de l'oreillette ou la contraction atriale, d'accord, il va y avoir une ouverture sous l'effet des pressions, donc de cette contraction surtout, de la valve atrioventriculaire et par conséquent la cavité atriale va calmement se vider dans la cavité ventriculaire. Elle va se vider, ici il y a une petite faute de frappe, donc la cavité atriale va se vider dans la cavité ventriculaire, ce qui contribue au remplissage ventriculaire. D'accord? Sachant que la contraction auriculaire n'est pas, en fait, en temps normal, elle n'est pas nécessaire ou elle n'est pas indispensable ou elle n'est pas limitante du remplissage ventriculaire. C'est-à-dire sans la contraction auriculaire, le remplissage ventriculaire serait bas. Sauf dans certaines conditions pathologiques certainement, où cette contraction auriculaire devient influente. C'est-à-dire, si l'oreillette ne se contracte pas bien ou ne se contracte pas du tout, donc elle va influer sur le remplissage ventriculaire. Parce qu'il y a déjà un souci au niveau du remplissage ventriculaire. J'espère que c'est parvenu comme info. Et nous avons, au cours de la diastole ventriculaire, la valve atrioventriculaire, elle va s'ouvrir pour permettre le remplissage ventriculaire. Au cours de la systole ventriculaire, les cavités ventriculaires sont suffisamment remplies de sang. La paroi ventriculaire commence à se tendre et je vous invite à aller lire sur la loi de Starling, la courbe
de Starling. En fait, je vous l'ai mise dans les cours, je crois, dans le choc cardiogénique, j'en ai bien parlé, mais c'est une loi qu'il faudrait bien comprendre pour comprendre aussi bien la physiologie que la physiopathologie cardio-circulatoire. Et donc, au cours de la systole ventriculaire, la paroi ventriculaire commence à se raccourcir, à se tendre, à se contracter. Et la valve atrioventriculaire va se refermer sous l'effet des pressions. C'est un jeu de pression. Vous avez toute une courbe de pression. Voilà, quand on fait le cathétérisme, voilà, et on mesure les pressions au niveau des cavités cardiaques et au niveau des gros vaisseaux. Voilà, vous suivez. D'accord? Donc, étape par étape, la contraction auriculaire, la contraction ventriculaire, la systole. Voilà les chutes de pression, comment cette valve va s'ouvrir et celle-là se ferme, et vous allez comprendre parfaitement la physiologie du cycle cardiaque ou de la révolution cardiaque. Alors, au cours de cette systole, la paroi ventriculaire commence à se tendre, la valve atrioventriculaire va se refermer et la pression intraventriculaire augmente. Et ici, elle augmente, elle va provoquer l'ouverture de la valve sigmoïde. La valve sigmoïde, c'est la valve aortique à gauche et c'est la valve pulmonaire à droite, et c'est ce qui va autoriser l'éjection systolique, qui est la fonction la plus noble de notre cœur. Un petit lexique très important. On va faire un rappel sur la précharge, la post-charge, le volume d'éjection systolique, le volume télésystolique et le débit cardiaque. En fait, c'est des items dont il faut se rappeler pour pouvoir commencer ces cours de physiopathologie tranquillement. Alors, la précharge, c'est la charge placée dans la cavité ventriculaire à la fin de son remplissage. Ça veut dire que à la fin du remplissage ventriculaire, ces cavités se sont chargées de quelque chose. Ça va de soi, c'est du sang. Elles se sont remplies du sang. Ce remplissage-là constitue une charge pour la cavité cardiaque, parce que la cavité ventriculaire doit se charger pour juste après se décharger au cours de la systole. Donc, la charge que l'on a placée à l'intérieur de la cavité ventriculaire correspond à la précharge. D'accord. C'est la charge qui précède la contraction ventriculaire. C'est pourquoi qu'on lui a ajouté le préfixe pré. C'est précharge. C'est une charge qui précède la contraction ventriculaire. Sur le plan volumétrique, cette charge est représentée par le volume télédiastolique, c'est-à-dire à la fin du remplissage. Qu'est-ce que je vais retrouver au niveau des cavités ou de ma cavité ventriculaire? Je vais retrouver un volume sanguin qui est représenté par le volume télédiastolique, c'est-à-dire le volume du sang ventriculaire à la fin de la diastole ventriculaire. D'accord? Parce que la diastole ventriculaire est consacrée au remplissage ventriculaire. Les cavités doivent se relâcher pour un petit peu se dilater, voilà, vulgairement, pour autoriser ce remplissage. À la fin de la diastole, les cavités sont bien remplies, c'est-à-dire elles ont reçu la charge à décharger juste après au cours de la systole. La post-charge, c'est bien la force opposante ou résistante à l'éjection systolique du sang. Cela veut dire que la contraction ventriculaire ne va pas se faire en harmonie de façon à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à s'y opposer. Eh ben non, il y a un très grand obstacle qui se trouve au niveau des gros vaisseaux, et cet obstacle-là, on l'estime par une mesure de pression, c'est la pression au niveau de l'aorte pour le ventricule gauche, et c'est la pression au niveau donc de l'artère pulmonaire pour le ventricule droit. Cette pression-là, ou cette force-là opposante ou résistante à l'éjection systolique du sang, doit être vaincue et surmontée par la contraction ventriculaire. Cela veut dire que pour que cette contraction ventriculaire soit efficace et bonne, il faut qu'elle arrive et parvienne à surmonter ces pressions élevées au niveau de l'aorte et au niveau de l'artère pulmonaire. Si elle arrive à les dépasser, elle va réussir à effectuer une
éjection, donc la fonction ventriculaire est bien bonne. Il y a des situations où cette post-charge augmente de façon à ce qu'elle devienne très élevée ou est-ce qu'elle devienne difficilement surmontable par la contraction ventriculaire et donc il va y avoir des répercussions ventriculaires. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est bien l'hypertension artérielle. Lorsqu'il y a une hypertension artérielle, des pressions artérielles élevées, et donc il va y avoir une augmentation de cette post-charge du ventricule gauche, et donc le ventricule gauche, il va se mettre à fournir des efforts de plus en plus élevés pour qu'il puisse donc dépasser ou vaincre ces pressions élevées au niveau donc de l'aorte, et il va par la suite, au fil du temps, dysfonctionner, il risque donc d'attraper une cardiopathie, plutôt une hypertrophie ventriculaire gauche ou d'autres cardiopathies, hypertrophie ventriculaire gauche qui peut être source d'autres complications au fil du temps. Alors, et nous avons donc le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, comme son nom l'indique, c'est le volume sanguin que chacun de nos deux précieux ventricules, d'accord, doit éjecter dans le tronc artériel. C'est quoi le tronc artériel? À gauche, c'est l'aorte. À droite, c'est l'artère pulmonaire ou le tronc de l'artère pulmonaire avant qu'il ne se segmente en deux. Le volume d'éjection systolique, on peut le mesurer, on peut le calculer. Il peut être en fait estimé par l'équation suivante. C'est volume d'éjection systolique égale volume télédiastolique, c'est-à-dire le volume que l'on retrouve à l'intérieur de la cavité ventriculaire à la fin de la diastole. Je vais essayer de vous vulgariser encore plus les choses. C'est le volume maximal que notre cavité ventriculaire peut contenir. Et c'est le volume que l'on retrouve à l'intérieur de cette cavité à la fin de la diastole, c'est-à-dire à la fin d'une phase de remplissage ventriculaire. Moi, le volume télésystolique, je tiens à préciser que l'éjection systolique ne va pas en fait vider de façon totale et absolue le ventricule gauche ou le ventricule droit. Elle va juste permettre l'éjection d'un certain volume qui doit varier entre 50 et 70%, et c'est ce qui est représenté par la fameuse fraction d'éjection. La fraction d'éjection, c'est quoi? C'est la partie du volume télédiastolique éjectée au cours de la systole. Je dis bien la partie. Ça veut dire qu'il y a une autre partie qui va rester à l'intérieur de la cavité ventriculaire, c'est bien le volume systolique, c'est le volume que je retrouve dans ma cavité ventriculaire à la fin de la systole. Ça veut dire après avoir éjecté le volume d'éjection systolique. Et si je peux faire la différence entre volume télédiastolique et volume télésystolique, je vais obtenir très facilement le volume d'éjection systolique, qui est estimé en moyenne à 70 millilitres. Mais ce volume d'éjection systolique ne nous permet pas comment dirais-je, d'éprouver avec précision et efficacité la fonction ventriculaire. Est-ce que avoir un volume d'éjection systolique bon veut dire que la fonction ventriculaire est bonne? Eh bien non, il y a un autre paramètre qui nous permet d'estimer avec excellence ou d'éprouver la cavité, plutôt la fonction ventriculaire qui est le débit cardiaque. Encore plus, on parle de l'index cardiaque quand on le ramène à la surface corporelle. Le débit cardiaque, c'est quoi? C'est le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Donc là, je suis en train d'évaluer ma fonction ventriculaire selon deux critères. Une fonction, d'accord, éjectionnelle contractile représentée par ce volume d'éjection systolique et une fonction rythmique électrique, c'est la fréquence cardiaque. Est-ce que mon cœur est en train de se dépolariser suffisamment au cours d'une minute? Est-ce que ma fréquence cardiaque est normale? Si ma fréquence cardiaque est normale, mon volume d'éjection est normal, je vais certainement avoir un débit cardiaque normal qui doit être en fait en moyenne c'est 5 litres par minute qui est le meilleur indicateur de la fonction ventriculaire. Et nous avons également la fraction d'éjection. La fraction d'éjection, comment peut-on la mesurer? C'est
le volume c'est le volume, la fraction d'éjection, c'est le volume télésystolique sur le volume, pardon, c'est le volume d'éjection systolique sur le volume télédiastolique, et donc ça va me permettre de savoir combien de sang, voilà, à partir du volume télédiastolique, j'ai éjecté au cours de la systole. Voilà, donc ça c'est des coupes que je vous ai prises alors d'une éther, juste pour vous rappeler de l'anatomie du cœur. Voilà, maintenant on va se lancer dans le cours du choc hypovolémique.